Je dis, il faudrait dire à Marine Le Pen qu'elle était venue parler avec des musulmans. À Radio Orient, il n'y a pas de musulmans. Ce n'est pas une radio musulmane. Elle a parlé avec Mouloud Aounit. Mouloud Aounit n'est pas un musulman, il ne représente pas les musulmans. C'est un type qui est issu du Parti communiste français, qui est un alcoolique, et qui est un laïc, et qui est ce qu'on appelle un immigrationniste. Et même Marine Le Pen n'a pas encore identifié, c'est important, que musulman ne veut pas dire immigrationniste. Hein, on peut être originaire de l'immigration, français pleinement, puisque français déjà depuis 3 générations, il ne faut pas oublier, de confession musulmane, mais c'est pas pour ça qu'on est automatiquement pour les sans-papiers, pour l'immigration et la destruction de la France. C'est pareil, Ouria Bouteflika ne représente pas les musulmans. Marine, en fait, ce soir-là, était venue rencontrer des musulmans, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait à la tête de ce commando qui m'a insulté, menacé physiquement, et tout ça est filmé. Je me réserve d'ailleurs le droit de porter plainte à la police, puisque nous sommes dans un état de droit, et quand un écrivain signe un livre, il n'a pas à se faire agresser physiquement par un commando, qui d'ailleurs, je le fais remarquer, se sont permis de casser, de déclencher une bagarre dans le sanctuaire de la résistance, qui est le théâtre de la main d'or de Dieudonné, pour vous dire à quel point ces gens-là doivent travailler pas tout à fait pour la cause. Alors ce commando était organisé par un certain Gamal Abina, voilà. Donc qui m'a menacé, agressé, qui a déclenché une bagarre. Heureusement que j'ai été très calme et que j'ai limité les dégâts. Alors je me suis renseigné, ce Gamal Abina effectivement est passé 1 ou 2 fois à la télévision, pas tenir du tout un discours radical, mais plutôt un discours très consensuel de type ethno-gauchiste. Ne doit pas s'asseoir sur les principes humains. Oui. Aujourd'hui, vous me dites que Mitterrand, qui en plus, je le rappelle, le point commun avec Le Pen, c'est qu'ils étaient tous les deux Algérie française. Ça m'a toujours fait frémir. Moi, je ne me suis pas réjoui en 80 de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je vous dis ça sincèrement. Mais je vous explique, la tactique politique, ça a des conséquences sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On ne plaisante pas avec ça. Vous êtes des hommes politiques, vous avez une responsabilité devant vos électeurs, devant les gens qui vous regardent. Quand on parle de tactique, on doit être un peu éthique. Peut-être savez-vous que je n'étais pas Algérie française. J'entends bien, je sais. Que j'ai même été suspendu comme avocat parce que je plaidais pour le FLN. C'est pour ça que j'ai pas compris votre liaison avec Mitterrand. Mais il était dans un gouvernement avec les socialistes étaient dans ce camp, malheureusement. Et j'étais contre les socialistes. Il a fallu, je le reconnais, l'arrivée du général de Gaulle pour il est strictement dans la filiation de ce qu'on appelle l'ethno-gauchisme gouvernemental, c'est-à-dire une sorte de... à mon avis, j'explique ça comme le NPA a raté son OPA sur les musulmans. Visiblement, il est chargé de prendre le relais. Les musulmans, d'ailleurs, que je connais, m'ont dit qu'ils allaient bien faire en sorte de faire comprendre à ce garçon qu'il n'avait pas à parler au nom des musulmans. Et surtout, il était là objectivement, nous montrerons d'ailleurs la vidéo, pour faire du tort aux musulmans et discréditer les musulmans, comme par hasard, lui venant non pas de l'islam, mais du gauchisme et de l'ethno-gauchisme. Voilà. Donc mon livre explique assez bien ces réseaux que j'appelle trotsky-gouvernementaux, de division, qui ont toujours dominé les banlieues et qui remontent à SOS Racisme. Et on voit très bien quels sont les réseaux qui sont derrière. Ce garçon, bizarrement, a menti 2 fois, en prétendant être mandaté par les indigènes de la République et Ouria Bouteflika, ce qui est absolument faux, je l'ai vérifié directement, et deuxièmement au nom des musulmans. Il a attaqué Alain Soral physiquement. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis que de toute façon la question du sous-chien, j'en parle pas, elle est acquise. Le sous-chien est chez lui, il a vocation à se faire respecter. Sa position n'est pas discutable. Et d'ailleurs, si je me suis fait agresser à la main d'or par la bande de Gamal Abina, c'est-à-dire des indigènes de la République, c'est que je leur conteste le terme d'indigène. Les indigènes, c'est nous. Ça c'est clair. Ouais. Voilà. Et moi je ne suis pas et quand il me traite de colon, je dis c'est pas acceptable parce que pour être colon, il faudrait que je sois de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis chez moi. Donc n'oublie pas que je mène un combat difficile parce que je sais bien. Voilà. Donc Gamal Abina, voilà, que de toute façon, je ne me suis pas soumis aux violences et aux pressions sionistes. Donc je risque pas de me soumettre à ces pressions et à ces violences. Deuxièmement, je suis très étonné de son discours de voyou quand il se retrouve face à moi avec 10 armoires à glace, alors que sur les plateaux télé, il tient un discours totalement, je dirais, de gauchiste pro-gouvernemental. Je trouve étrange finalement qu'il soit si courageux avec des voyous face à moi et finalement si consensuel chez Guillaume Durand pour ceux qui veulent regarder ses rares prestations d'ailleurs pour les auditeurs qui me connaissent un peu, la dernière fois que j'ai pu passer à la télévision chez TADI, je passe moins souvent à la télévision que Gamal Abina, pour ceux qui connaissent la petite histoire. Une question sur justement un problème qui agite pas mal le Parti Socialiste ces temps-ci. Ouais.
Déjà, je clarifie la situation. Je suis ni de gauche ni de droite. La droite me fatigue, la gauche m'exaspère. Les propositions. Au début d'échec. Juste pour qu'on soit clair entre nous. Et l'extrême droite? Bon, l'extrême droite, j'adore. J'ai une passion particulière pour les cheveux jaunes. Non, ce sont les questions des 35 heures. Alors, ça nous est tombé dessus. Il y en a qui sont contents, j'imagine, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'on doit revenir à la genèse. C'était destiné au départ, donc c'est votre parti qui l'a proposé, évidemment, votre copine Martine, destiné au départ à réduire le chômage. On est bien d'accord. C'était ça la cible, il n'y avait pas autre chose. Hein. C'était pas un acquis social, c'était la progression pour lutter contre le chômage. Ça a été voté de façon assez forte, à part de la gauche, une adhésion populaire logique, et au finish, on s'aperçoit que non seulement ça n'a pas réduit le chômage, mais en aucun cas. 2 700 000 chômeurs, dernière statistique. Voilà, on va pas Contesté d'ailleurs par un certain nombre d'associations qui pensent qu'il y en a beaucoup plus que ça, c'est évident, parce qu'il y a les types qui se lèvent le matin, qui vont faire les petits statuts pourris et qui se suicident à la fin de la journée. Dans tous les cas de figure, ce que je veux dire, c'est que les 35 heures auraient dû aider à réduire le chômage, c'est pas le cas. En revanche, les petits entrepreneurs dont je fais partie, donc les minuscules entreprises qui font vivre la vie du pays, puisque c'est l'artisanat en vérité, nous, on a subi de plein fouet ça. C'est-à-dire qu'on a subi les tracasseries administratives, les RTT, les pas RTT, les aménagements, enfin tout un tas de difficultés qui sont des véritables enfers pour tous les entrepreneurs que je connais, puisque je travaille beaucoup avec les sous-traitants. Et pour le coup, j'ai envie de dire, d'un personnage qui a les dents très longues, qui règle le parquet, j'appelle M. Valls, qui apparemment est en concurrence, il a dit une chose juste avec ses mots, il a dit que c'était une connerie, je le cite, je ne suis pas dans ce style-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur les 35 heures? De façon claire, sans emballage. Gamal. Justement, il y a une question de Gamal sur le projet, sur les mesures concrètes. Déjà une chose, je voudrais vous féliciter pour le livre que vous avez écrit sur Omar Haddad. C'est une position courageuse, j'apprécie parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Et je pense que ça vous a coûté. J'aimerais aussi parler d'un autre sujet, juste avant l'introduction. J'aimerais féliciter la jeunesse tunisienne et tout ce vent de liberté qui souffle à travers le monde arabe, qui se débarrasse de dictature dite modérée. Ça me paraît intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des gens qui se meulent par le feu. Et il faut les observer parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On ne sait pas où on va, mais on sait que c'est important. Voilà. Pour ce qui concerne la question de... Parce que le problème, c'est que j'ai une question sur les compétences, donc on est dedans. La question du machisme ambiant, parce que c'est ça dont on parle. Je dis, Rachid Dati n'a pas de diplôme, vous n'avez pas de compétences. En revanche, Charles Pasqua, dont on n'a jamais vérifié ses compétences, le seul examen qu'il ait réussi, c'est sa mise en examen. Donc, c'est dire... Oui, c'est facile, mais ça fait plaisir, vu que j'aimais beaucoup. Donc, vous dire sincèrement sur les questions de programme, voilà, j'arrive sur la question du programme. En 80, la gauche avait proposé un programme commun, donc une force d'union autour d'un grand chef qui n'est pas ma tasse de thé, mais bref. Ensuite, ils avaient aussi proposé des réformes comme les nationalisations, dont on sait maintenant que ce n'est pas forcément une solution. Ça dépend. Pas forcément. Moi, je veux une banque. Je vais vous dire, je veux une banque nationale pour prêter. J'en veux une banque nationale de dépôt. Qu'on ne fasse pas la question. Voilà. En 97, vous aviez donc la super proposition de 35 heures, qui était vraiment un cheval de bataille, mais il y avait encore une idée de programme. Aujourd'hui, alors je ne parle pas des compétences, je parle vraiment, ça concerne toute la classe politique. Moi, je ne suis pas dans le machisme ambiant, l'intelligence, elle est bien répartie à ce niveau-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes bon à proposer? Parce que je vous dis sincèrement, les gens sont en demande d'une solution, veulent rêver à nouveau. Alors depuis que le mur de Berlin est tombé, on ne peut plus rêver. C'est l'unipolarité à tous les étages, c'est le marxisme, c'est le capitalisme à fond, c'est le privé, c'est ce qu'on veut, mais il n'y a pas de solution. C'est là où je vous pose la question, parce qu'en termes programmatiques, s'il y a bien un truc qui est gravissime dans la gauche, et il y a beaucoup d'humoristes qui en rient d'ailleurs aujourd'hui, comme Christophe Alévèque, ce qui est gravissime, c'est qu'il n'y a pas de programme. On a l'impression qu'on est en train de parler d'un mythe. On sait qu'il y a la guerre des chefs, ils se battent pour le bout de gras, ils sont tous avec leur... Le bout de gras, c'est la présidence de la République. Hein. On parle d'abord des primaires, parce que pour moi, les primaires, pour le coup, c'est un système américain, c'est primaire. Mais alors, quelle serait la grande idée de la gauche? Voilà, la grande idée, c'est quoi? La grande idée de la gauche que vous proposez, concrètement? Aujourd'hui. La grande idée de la gauche aujourd'hui, enfin, moi je vais répondre, moi, quelle est la grande idée? C'est celle que je viens de vous exprimer. C'est vraiment que tout soit fait dans la société française pour que les jeunes puissent avoir un travail ou une activité, parce que tout découle de cela. Ça, c'est un point, à mon avis, très fort. Alors, vous dites à l'instant, les socialistes n'ont pas de projet. C'est vrai, les socialistes n'ont pas encore fait leur projet. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ça va venir, il paraît, ça va venir. On voit, il y a eu des conventions, il y a un certain nombre de propositions. Pour l'instant, je reconnais qu'il n'y a pas de visibilité du projet des socialistes, et il est temps que la direction du Parti socialiste s'y mette, et je crois que ça sera fait
en avril, mai. Bon, pour moi, c'est un C'est quand même une critique assez violente à l'égard de la DGFiP. Moi, mettre le système bancaire, c'est très important. Et je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Voilà, Gamal, il tient parce question, que là, on remarque parle de des Jean-Jean. chiffres, on parle concret, d'accord? On va parler de choses sérieuses et réelles. Il y a une dette publique aujourd'hui en France qui se chiffre à 80% du PIB, donc de la richesse créée par le pays, qui est de 1600 milliards d'euros. Oui. C'est une dette abyssale. À titre de comparaison, l'Algérie est à 150 milliards de dollars de réserves de change qu'elle a gagnées en 10 ans. Oui. Pays entier. J'aimerais vous poser la question. 1600 milliards d'euros, ça veut dire, parce qu'il faut ramener à des valeurs humaines, donc aux Français en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque habitant en France, qu'il soit le bébé à la naissance ou le vieux en train de mourir en phase terminale de cancer, doit 25 000 euros aujourd'hui à l'État. Il doit 2 ans et demi de salaire d'une caissière pour payer cette dette abyssale. C'est pas sa dette à lui. Non, je vous explique, c'est pas la question. Ça représente ça par habitant, vous avez raison. C'est monstrueux. C'est-à-dire que ce que représente la ponction de l'hectare fiscale, c'est 4 000 euros par an. On paye tous l'impôt puisqu'on est tous assujettis à la TVA. En revanche, donc 4 000, 25 000, vous imaginez le rapport. Et pourtant, il y a une poignée de gens, enfin même plus qu'une poignée. La question, Gamal, merci. Pourtant, ils ont fait le bouclier fiscal et pourtant, il y a des gens qui gagnent 400 fois le SMIC, etc. Laissez-moi finir, vous allez comprendre, je vais en venir. Quels que soient les grands riches qui gagnent, c'est une minorité. Ce que je veux vous dire clairement, quand on a une dette abyssale comme ça, quand on a un pays qui aurait dû, si c'était une entreprise, déposer son bilan en 2003 parce qu'il avait dépassé 50% d'endettement sur ses capacités à créer de la richesse, c'est comme ça qu'on fonctionne les entreprises. Donc 2003, on est sur quelque chose de lourd. Comment vous espérez trouver des fonds pour créer de l'emploi pour ces malheureux jeunes qui le cherchent à corps et à cri? Question, réponse. Comment se fait-il que parallèlement, il y ait des milliers de milliards qui se promènent à l'échelle de la planète pour trouver les placements les plus juteux possibles? Comment se fait-il que ces masses financières qui avant trouvaient de la rentabilité en achetant les dettes des différents pays, maintenant, puisque ça n'est plus juteux de racheter des dettes, ils spéculent sur les matières premières et sur les produits agricoles en affamant des millions de gens à travers la planète? Pourquoi y a-t-il d'un côté tant de dettes et de l'autre tant de masses financières qui ne sont pas utilisées et réinvesties dans les salaires, dans l'augmentation des petites retraites, dans le pouvoir d'achat des gens qui relancerait la croissance économique et dans cet argent qui devrait aller aux entreprises. Donc vous voyez, si je réponds à la question, donc la question est capable de capter cet argent, c'est clair. Si, c'est les capitaux mobiles, en 98 sont partis. Mais c'est pourquoi? On ne peut pas les capter. Mais on doit les capter par la régulation du système bancaire. Toute seule? Mais non, mais avec les pays européens, et regardez, il y a un G20 qui est réuni, quelles sont les décisions concrètes? Donc la première des choses, puisque tous les pays sont confrontés au même problème, c'est qu'enfin il y ait des décisions qui soient prises. C'est pas plus dur que ce qui a été fait après la guerre pour faire la sécurité sociale, c'est pas plus dur que ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance, c'est pas plus dur par ce qui a été fait à Bretton Woods par le nouveau système monétaire international. Moi je vous dis que c'est possible, mais qu'on manque de grands leaders politiques à l'échelle de la planète pour dire à un moment ça suffit, comme Lula l'a fait, ces masses financières vont enfin être injectées dans l'économie réelle pour pouvoir créer des emplois. Et la seconde chose, c'est que il est impératif de rétablir la confiance entre les Français, entre les partenaires sociaux. Et avec de la confiance et avec une stratégie économique et politique, on va dire aux gens, tout le monde va maintenant tirer dans la même direction, et en particulier sur la croissance verte, vous allez investir, on va vous aider, vous allez réussir. Je pense qu'on peut relancer la croissance économique et petit à petit atténuer cette dette qui en effet est un vrai problème. Il faudra faire des choix, ça sera difficile. Mais si on garantit aux Français au moins que les efforts seront répartis avec justice, je pense qu'on peut remobiliser les Français autour de leur avenir. Voilà.